n'hésitez pas au moyen de le prendre dans la main. L'Amérique, le pays de tous les possibles. Pour raisons économiques, s'ajoutent souvent des motivations politiques ou religieuses qui poussaient au départ à la fuite, à l'exil. On les appelait les émigrants, bref, pour partir à la conquête du nouveau monde. Ils étaient des millions, venus de toute l'Europe, jusqu'au grand port comme celui de Cherbourg. Des visages. J'en ai dépassé des visages de toute âge et de toute nationalité, porteurs de joie, de doute, d'excitation, mais aussi de mélancolie, de crainte, et parfois humide de larmes. Mais ce que j'ai retenu des immigrants de cette folle époque, c'est que malgré leurs différences, ils avaient un rêve en commun, celui de vivre une vie meilleure. C'est à cette époque, au XXe siècle, que Cherbourg et moi-même sommes devenus très importants. Le trafic avait augmenté de façon fulgurante. Je voyais passer à Cherbourg près de 50 000 passagers chaque année, avec parfois 7 ou 8 escales par jour. Le record fut atteint en 1926. Jamais je n'avais vu ça. Cette année-là, 200 000 passagers embarquèrent ou débarquèrent dans ce port où vous vous trouvez. En un siècle, les flots virent passer près de 4 millions de personnes vers leur avenir. Pour certains, nous incarnions la liberté, l'espoir, la richesse. Pour d'autres, nous étions une porte vers de nouveaux territoires, un retour aux racines, une porte ouverte vers le futur. Les navires que j'ai passés ici à cette époque. Viens, je t'emmène voir mamie, elle est là. Ce fut le début de l'étonnante croissance de Cherbourg. Dès 1869, des transatlantiques anglais et allemands faisaient escale en grande vague. Cherbourg accueillit alors des nouveaux visiteurs, des personnages riches et célèbres, comme de pauvres émigrés. Avec la montée de l'immigration, d'autres compagnies étrangères y sont venues à leur tour. En 1900, 3 compagnies fréquentaient la rame. En 1913, 7, puis 11 en 1910. Principalement britanniques, mais aussi hollandaises, belges, américaines, canadiennes ou allemandes. Face à l'explosion du trafic, il fallait rapidement trouver un moyen d'accueillir convenablement les passagers. Les 3 compagnies maritimes, la Cunard, la White Star et la Red Star, proposaient alors de mettre en place des structures de logement et de contrôle sanitaire. La rivalité entre les compagnies maritimes était forte. C'était un celle qui ferait toujours mieux et toujours plus grand. La Royal Mail qui bâtit l'hôtel New York dans le quartier du Roule.
futur architecte de la gare maritime transatlantique. Ensuite, l'hôtel Atlantique. Cet immense établissement a hébergé et restauré jusqu'à 2500 personnes à la fois. Cherbourg n'était pas seulement un point de transit. De nombreuses familles étrangères s'y installèrent, ce qui donne aujourd'hui à la ville cette précieuse particularité. Le grand, l'insubmersible Titanic est né de l'extravagante ambition de deux hommes. Au début du XXe siècle, deux compagnies rivales, la White Star et la Cunard, se partagent le marché du transport de passagers vers l'Amérique du Nord. En concurrence féroce, elles sont prêtes à tout pour prendre la première place, mais ne savent pas encore que leur rivalité va les mener vers une terrible catastrophe. La Cunard lance à l'époque deux grands paquebots, le Lusitanien et le Moret. Au cours d'un dîner à Londres, le directeur général et le constructeur de navire White Star Line réfléchissent aux moyens de réagir. Ils doivent faire mieux, beaucoup mieux. Ils le peuvent, ils en sont certains. Leur vient alors l'idée de construire trois super paquebots qui devront être plus grands, plus puissants, plus sûrs que ceux de la Cunard. Et surtout, ils devront être plus luxueux qu'aucun autre paquebot au monde. Le pari fou de ces deux hommes commence. L'Olympique, le Gigantique et surtout le Titanic prennent vie dans leur esprit. La construction du Titanic sera d'une technologie révolutionnaire dominant tous les navires existants. L'architecte Alexander Carlyle et Thomas Andrew, l'ingénieur chantier, en définissent les caractéristiques générales. Le Titanic sera un monstre, long de 269 mètres et large de 28 mètres. Ses cheminées culmineront à 42 mètres de haut, ses mâts à 64 mètres. Il possédera 10 ponts, dont 8 pour les passagers. Le tout d'un luxe exceptionnel. Il avait de quoi attirer les plus riches célébrités de l'époque. Ces canaux de sauvetage ne pouvaient accueillir qu'un tiers des passagers. Toutefois, c'était plus que la réglementation de l'époque. Sa vitesse de croisière sera de 22 nœuds. La sécurité était donc assurée à bord de ce paquebot moderne. Tout avait été prévu, il ne pouvait pas couler. C'était évidemment impossible.
Le 31 mai 1911, après le tir de 2 fusées rouges, le Titanic fut lancé sur les eaux pour la première fois, devant plus de 100 000 spectateurs. Quel paquebot monumental! Il dégageait une telle force. Si vous l'aviez vu, il était démesurément sublime. En avril 1912, je l'accompagnais dans ses premiers essais, qu'il réussit avec succès. Tous ces équipements furent contrôlés et déclarés conformes. Nous y étions. Le Titanic était bel et bien en état de fonctionner. Il allait pouvoir naviguer pour la première fois à ma surface. Quelle fierté! Le jour même, il s'est lancé vers le grand large, en direction de Southampton. Je le portais avec admiration pour son premier voyage. 2 jours plus tard, il arriva dans le port de Southampton et il resta 6 jours afin que l'équipage achève les derniers préparatifs avant le grand départ. À bord, il fallait embarquer énormément d'équipements et de provisions, comme entre autres 34 tonnes de viande fraîche, 40 tonnes de pommes de terre, 20 000 bouteilles de bière, mais aussi 45 000 serviettes de table, 6 000 nappes, 42 000 serviettes. J'étais si enthousiaste à l'idée d'assister ce paquebot dans sa première traversée. Je supposais qu'ensemble, nous ferions d'admirables voyages. Le 10 avril 1912, le jour du départ du Titanic est enfin arrivé. Tous sont rêvés de cet instant, moi le premier. Le Titanic peut accueillir 3503 personnes à son bord. Ce jour-là, il embarqua 885 membres d'équipage et 922 passagers. 24 débarquèrent à Cherbourg. Son commandant est Edward John Smith. Je connais bien son professionnalisme, je l'ai accompagné de nombreuses fois dans ses traversées. C'est un commandant célèbre, la White Star, lui confie ses prestigieux voyages. Au commande du Titanic, il fera là sa dernière traversée et partira ensuite à la retraite. C'est donc avec émotion qu'il donne l'ordre de l'arrivée des départ. C'est le moment. Le Titanic s'éloigne du quai, mais les remous de ses hélices sont si puissants qu'ils rompent les amarres de notre paquebot, le New York. Le commandant Smith réagit rapidement et évite la collision avec le New York à 2 mètres près. C'est avec 1 heure de retard qu'il quitte le port de Southampton. Et le voilà lancé sur les eaux. Tout est parfait. Il navigue paisiblement, transportant avec lui ses passagers et leurs espoirs. Quant à moi, je l'accompagnais dans ce voyage vers sa première destination, Cherbourg.
Sofia, milliardaire et propriétaire d'un grand hôtel à New York, le baron écossais Sir Charlotte Carmeza, la fille d'un riche industriel banquier, ou John Dunton, détenteur d'une des plus grandes fortunes de Philadelphie. Sur la vidéo. À cette époque, le port de Cherbourg n'était pas assez profond pour permettre à tous les navires d'arriver jusqu'à quai. Les plus grands paquebots s'ancraient donc en grand drap. Le nomadique et le trafic, les deux transporteurs de la White Star Line, transportaient les passagers, leurs bagages et les sacs postaux jusqu'au transatlantique. Les deux transporteurs larguèrent les amarres et quittèrent l'avant-port pour s'engager dans le chemin d'accès menant à la campagne. La nuit tombait désormais sur la ville et les premières lumières du port s'allumaient. Quand, à 18h30, les lumières du Titanic vinrent transpercer l'obscurité. Le voilà, celui que tous attendaient. Il arrivait de loin, lentement. Quel éblouissement pour ceux qui l'attendaient. Journalistes, photographes, touristes, voyageurs, chers bourgeois. Quelle émotion pour ceux qui allaient porter la porte. Il passa devant le fort de l'Ouest et vint s'entrer en grand pas. Les deux transporteurs s'avancèrent timidement vers le colosse. À 20h10, sonnait le vent départ. Le Titanic leva l'ancre et sortit de la grande rade toutes feux allumés. Un véritable joyau à la surface de l'eau. Cap sur sa prochaine et dernière escale. Queenstown, aujourd'hui Cork, en Irlande. Le monde était divisé en fonction du milieu d'origine, de l'éducation et de la fortune. À bord du Titanic, tous ne voyageaient pas de la même façon. Les classes sociales étaient rigoureusement séparées. À l'intérieur du Titanic, on trouvait un cloisonnement rigide entre les niveaux sociaux qui reflétait parfaitement les inégalités de ces années-là. Des grilles séparaient les troisième classes du reste des passagers. Elles étaient maintenues verrouillées. Un billet de première classe sur le Titanic coûtait en moyenne 25 à 90 livres selon l'emplacement et le confort de la cabine. Mais quelques suites pouvaient coûter jusqu'à 500 livres. Cette première classe, souvent accompagnée de domestiques, ne représentait qu'une petite partie des passagers. Les installations d'un luxe extraordinaire, situées au centre du bateau, à l'endroit